Novembre 1944, quelque part dans l'est de la France, près de la frontière allemande, un convoi militaire du quartier général suprême des forces expéditionnaires alliées, le QGSFEA, se dirige vers le front pour inspecter les positions avancées. Le général Dwight D. Eisenhower est assis dans le véhicule de tête, examinant des rapports. Le convoi ralentit alors qu'il approche d'un point de contrôle. Les policiers militaires leur font signe de passer, mais soudain le véhicule de tête s'arrête brusquement. Une vieille Jeep cabossée bloque la route. Elle est couverte de boue. Elle n'a aucune marque, aucun drapeau, aucun insigne, juste un véhicule sale qui semble avoir traversé l'enfer. Un homme plus âgé dans une veste de campagne crasseuse est assis sur le siège passager. Aucun grade visible. Son casque est cabossé. Son uniforme est tellement couvert de boue et de crasse qu'il est impossible de dire s'il est officier ou simple soldat. Il se dispute avec un policier militaire qui essaie de le faire bouger. « Monsieur, vous ne pouvez pas vous garer ici. Le convoi du général Eisenhower arrive. »« Je me fiche de qui arrive, » répond l'homme boueux. « J'attends mon commandant de char. Il est censé me retrouver ici. Le chauffeur d'Eisenhower s'arrête à côté. »« Monsieur, dois-je leur demander de bouger ?» Eisenhower regarde le soldat crasseux qui bloque la route. Quelque chose en lui semble vaguement familier, mais il ne peut pas l'identifier. « Qui est-ce » demande Eisenhower. « Aucune idée, monsieur. Un officier qui refuse de bouger. Le policier militaire devient frustré. Monsieur, je vous dis que vous devez bouger maintenant. C'est un convoi prioritaire. Et moi je vous dis que j'attends. » Puis l'officier boueux se retourne et voit le véhicule d'Eisenhower. Leurs regards se croisent. L'officier boueux sourit largement. « Ike, qu'est-ce que tu fais ici, bon sang ?» Eisenhower le fixe. Cette voix, ce sourire, cette absence totale de courtoisie militaire. « George ?» demande Eisenhower avec incrédulité. « Bien sûr, c'est moi. Qui d'autre ce serait ?» L'aide de camp d'Eisenhower sursaute. « Monsieur, c'est le général Patton. »« Apparemment, » dit Eisenhower, encore en train de réaliser. Le policier militaire qui criait sur Patton devient pâle. C'est « Oh, mon Dieu, j'ai crié sur le général Patton !» Patton fait un geste désinvolte. « Vous faisiez votre travail. Bien pour vous. » Puis à Eisenhower, « Tu as le temps ? Je peux te montrer les vraies lignes de front. Pas la version aseptisée que le quartier général te montre. Voici l'histoire des nombreuses fois où Eisenhower et d'autres commandants, alliés de haut rang, ont rencontré Patton sur les lignes de front et ne l'ont pas reconnu parce qu'il ressemblait à un sergent d'approvisionnement sans abri plutôt qu'à un général 3 étoiles. Et pourquoi Patton cultivait délibérément cette apparence ? Section 1, le déguisement. Patton a un uniforme spécifique pour la reconnaissance en première ligne, le contraire complet de son célèbre uniforme de parade. Pour les parades et les fonctions officielles, uniforme de cérémonie immaculé, chaque médaille parfaitement placée, bottes polies comme un miroir, revolver à crosse de nacre étincelant, cravache à la main, casque avec 3 étoiles bien en évidence. Pour la reconnaissance en première ligne, veste de campagne ordinaire sans insigne, casque standard généralement cabossé, bottes de combat couvertes de boue, aucun grade visible, aucune médaille, aucune identification. Parfois pas de casque du tout, juste une casquette usée. Quand je veux que les soldats me voient, je m'habille comme un général, explique Patton à son état-major. Quand je veux voir le front sans me faire tirer dessus, je m'habille comme un sergent d'approvisionnement. Son raisonnement est solide. Un général en grande tenue est une cible. Les tireurs d'élite allemands chassent spécifiquement les officiers. Porteur des insignes évidents au front est un suicide. Mais Patton va plus loin que nécessaire. Il se fait délibérément paraître négligé, sale, anonyme. Pourquoi ? Demande son aide de camp. Parce que quand je ressemble à tout le monde, les gens me disent la vérité, répond Patton. S'ils savent que je suis un général, ils me disent ce qu'ils pensent, que je veux entendre. S'ils pensent que je suis un major quelconque, ils me disent dans ce qui se passe réellement. Section 2, l'incident Bradley, octobre 1944, près de Metz, France. Le général Omar Bradley visite les positions de la 3e armée. Il est conduit à un poste d'observation avancé pour voir les positions allemandes de l'autre côté de la rivière. Quand il arrive, il trouve plusieurs officiers étudiant les lignes ennemies avec des jumelles. Parmi eux se trouve un homme dans un uniforme crasseux qui a dessiné des croquis des positions allemandes.
Bon travail, dit Bradley à l'officier qui dessine, supposant qu'il est un lieutenant du renseignement. Votre reconnaissance est excellente. Merci Brad, répond l'officier sans lever les yeux. Bradley se fige, cette voix. Il se retourne pour regarder l'homme correctement. Malgré la saleté et l'absence d'un signe, il reconnaît le profil. « George, qu'est-ce que tu fais ici, bon sang ?» Patton lève finalement les yeux. « De la reconnaissance. Comme tes gars, sauf que je suis meilleur. Tu es le commandant de la 3e armée. Tu ne devrais pas être à un poste d'observation avancé qui est à portée de l'artillerie allemande. Comment suis-je censé savoir ce que font les Allemands autrement ?» demande Patton, raisonnablement. Les rapports de renseignement ont toujours 12 heures de retard. J'ai besoin d'informations actuelles. Tu as des officiers d'état-major pour ça. Les officiers d'état-major me diront de ce qu'ils pensent que je veux entendre, répond Patton. Je viens ici moi-même et je vois la vérité. Bradley remarque que les croquis de Patton sont en fait des cartes tactiques détaillées. Position des mitrailleuses allemandes, emplacement d'artillerie, poste de commandement probable. Tu as dessiné tout ça toi-même, qui d'autre le ferait, dit Patton. Brad, tu veux savoir pourquoi la 3e armée avance plus vite que n'importe qui d'autre? Parce que je connais le terrain, je sais où sont les Allemands. Je ne compte pas sur des informations de seconde main. Bradley ne peut pas contester les résultats, mais il est frustré. George, si tu te fais tuer ici, alors je meurs en faisant mon travail. Patton l'interrompt. Mieux vaut mourir derrière un bureau. Après le départ de Bradley, l'aide de camp de Patton demande « Monsieur, pourquoi n'avez-vous pas dit au général Bradley que vous étiez ici avant qu'il n'arrive ?»« Parce qu'alors il m'aurait ordonné de partir avant que je finisse ma reconnaissance, répond Patton. De cette façon, j'ai obtenu mes informations et il a fait son sermon. Tout le monde est content. Section 6, le tireur d'élite allemand. Décembre 1944, près de Saarbrück. Patton effectue une reconnaissance près des lignes allemandes quand un tireur d'élite ouvre le feu. Des balles sifflent dans l'air autour de lui. Son chauffeur se jette au sol. « Monsieur, baissez-vous. » Patton ne bouge pas. Il reste debout, regardant vers l'endroit d'où venaient les coups de feu. « Monsieur, vous allez vous faire tuer. »« Il ne vise pas moi, » dit Patton calmement. « Il vise la Jeep. Il pense que nous sommes une équipe d'approvisionnement. Monsieur, ça ne veut pas dire qu'un autre coup de feu. » Celui-ci assez proche pour que Patton sente l'onde de pression. « D'accord, celui-là était dirigé contre moi. » admet Patton. Il plonge derrière la Jeep. Le tireur d'élite tire plusieurs fois de plus, puis s'arrête. « Pourquoi ne tire-t-il pas » demande le chauffeur. « Parce qu'il n'arrive pas à comprendre qui nous sommes, » répond Patton. « Nous ne sommes pas habillés comme des officiers, nous n'agissons pas comme des troupes d'approvisionnement. Nous sommes juste 2 Américains quelconques dans une Jeep sale. Il est confus. Ils attendent dans 5 minutes, plus de coups de feu. »« Allons-y, » dit Patton, mais lentement. « Ne faites rien qui ressemble à une retraite. » Il remonta dans la Jeep et s'éloigne tranquillement, comme si être pris pour cible était un inconvénient mineur. Plus tard, quand ils sont de retour en sécurité au quartier général, le chauffeur demande « Monsieur, vous ne portez délibérément pas d'insigne de grade au front. Est-ce à cause des tireurs d'élite ?»« En partie, admet Patton. Les tireurs d'élite allemands chassent les officiers. Des étoiles sur votre casque font de vous une cible, mais surtout, je le fais pour pouvoir me déplacer librement, sans que tout le monde me traite comme une royauté en visite. Vous voulez être anonyme ? Je veux être utile, corrige Patton. On ne peut rien apprendre si tout le monde joue la comédie pour le général. Mais s'ils pensent que je suis juste un autre officier faisant de la reconnaissance, ils agissent naturellement. Je vois la situation réelle. Section 7, la perspective du soldat. Le soldat de première classe. David Richards écrit chez lui en janvier 1945. « Chère maman, quelque chose de bizarre s'est passé hier. Nous étions assis dans notre trou de combat, gelant, nous plaignant de tout, quand ce type plus âgé s'est approché. Il était boueux, avait l'air de se battre depuis des semaines. Aucun grade sur son uniforme. Nous avons pensé qu'il était capitaine ou major. Il s'est assis avec nous et a demandé comment nous allions. Nous lui avons dit la vérité. Nous avons froid, nous sommes fatigués, effrayés. Il a écouté, il ne nous a pas fait de discours sur le devoir ou le courage. Il a juste écouté, puis il a posé des questions sur notre équipement, nos munitions, nos provisions. Nous lui avons dit ce dont nous avions besoin. Il a tout noté. Il était sur le point de partir quand Jimmy lui a demandé « Comment vous appelez-vous » Le type a souri et a dit
Patton. Maman, nous nous étions plaints à Patton pendant 20 minutes, le général commandant de la 3e armée, et nous ne l'avons pas reconnu parce qu'il ressemblait à l'un de nous. Après son départ, notre lieutenant est passé et a demandé ce que Patton voulait. Nous lui avons dit. Le lendemain, nous avons reçu tout ce que nous avions demandé. Munitions, équipements pour temps froid, meilleure ration. Patton s'est souvenu. Il est venu au front, a écouté des soldats ordinaires, se plaindre et a résolu nos problèmes. Maintenant, je comprends pourquoi les gars de la 3e armée le suivraient n'importe où. Il ne commande pas seulement depuis un quartier général. Il vient vers nous, vit avec nous, voit ce que nous voyons. J'ai arrêté de me plaindre du froid. Si Patton peut dormir dans des trous de combat à 59 ans, je peux le faire à 22 ans. Ton fils David, cette lettre est représentative de dizaines trouvées dans les archives. Des soldats rencontrent Patton au front, ne le reconnaissent pas, se plaignent directement à lui et sont choqués quand ils réalisent daté qui il est, et systématiquement ils rapportent que Patton résout leurs problèmes en quelques jours. Section 6. Le tireur d'élite allemand, décembre 1944 près de Saarbrück. Patton effectue une reconnaissance près des lignes allemandes, quand un tireur d'élite ouvre le feu. Des balles sifflent dans l'air autour de lui, son chauffeur se jette au sol. « Monsieur, baissez-vous » Patton ne bouge pas. Il reste debout, regardant vers l'endroit d'où venaient bien les coups de feu. « Monsieur, vous allez vous faire tuer. »« Il ne vise pas moi, » dit Patton calmement. « Il vise la Jeep. Il pense que nous sommes une équipe d'approvisionnement. »« Monsieur, ça ne veut pas dire qu'un autre coup de feu. Celui-ci assez proche pour que Patton sente l'onde de pression. »« D'accord, celui-là était dirigé contre moi, » admet Patton. Il plonge derrière la Jeep. Le tireur d'élite tire plusieurs fois de plus, puis s'arrête. « Pourquoi ne tire-t-il pas ?» demande le chauffeur. « Parce qu'il n'arrive pas à comprendre qui nous sommes, » répond Patton. « Nous ne sommes pas habillés comme des officiers, nous n'agissons pas comme des troupes d'approvisionnement. Nous sommes juste deux Américains quelconques dans une Jeep sale. » Il est confus. Ils attendent 5 minutes. Plus de coups de feu. « Allons-y, » dit Patton, mais lentement, ne faites rien qui ressemble à une retraite. Il remonte dans la Jeep et s'éloigne tranquillement, comme si être pris pour cible était un inconvénient mineur. Plus tard, quand ils sont de retour en sécurité au quartier général, le chauffeur demande « Monsieur, vous ne portez délibérément pas d'insigne de grade au front. Est-ce à cause des tireurs d'élite ? En partie, admet Patton. Les tireurs d'élite allemands chassent les officiers. Des étoiles sur votre casque font de vous une cible, mais surtout je le fais pour pouvoir me déplacer librement sans que tout le monde me traite comme une royauté en visite. Vous voulez être anonyme ? Je veux être utile, corrige Patton. On ne peut rien apprendre si tout le monde joue la comédie pour le général. Mais s'ils pensent que je suis juste un autre officier faisant de la reconnaissance, ils agissent naturellement. Je vois la situation réelle. Section 7. La perspective du soldat. Le soldat de première classe David Richard écrit chez lui en janvier 1945. « Chère maman, quelque chose de bizarre s'est passé hier. Nous étions assis dans notre trou de combat, gelant, nous plaignant de tout quand ce type plus âgé s'est approché. Il était boueux, avait l'air de se battre depuis des semaines. Aucun grade sur son uniforme. Nous avons pensé qu'il était capitaine ou major. Il s'est assis avec nous et a demandé comment nous allions. Nous lui avons dit la vérité. Nous avons froid, nous sommes fatigués, effrayés. Il a écouté. Il ne nous a pas fait de discours sur le devoir ou le courage. Il a juste écouté. Puis il a posé des questions sur notre équipement, nos munitions, nos provisions. Nous lui avons dit ce dont nous avions besoin. Il a tout noté. Il était sur le point de partir quand Jimmy lui a demandé « Comment vous appelez-vous » Le type a souri et a dit « Patton. Maman, nous nous étions plaints à Patton pendant 20 minutes, le général commandant de la 3e armée. Et nous ne l'avons pas reconnu parce qu'il ressemblait à l'un de nous. Après son départ, notre lieutenant est passé et a demandé ce que Patton voulait. Nous lui avons dit. Le lendemain, nous avons reçu tout ce que nous avions demandé. Munitions, équipements pour temps froid, meilleure ration. Patton s'est souvenu. Il est venu au front, a écouté des soldats ordinaires se plaindre et a résolu nos problèmes. Maintenant, je comprends pourquoi les gars de la 3e armée le suivraient n'importe où. Il ne commande pas seulement depuis un quartier général. Il vient vers nous, vit avec nous, voit ce que nous voyons. J'ai arrêté de me plaindre du froid.
Si Patton peut dormir dans des trous de combat à 59 ans, je peux le faire à 22 ans. Ton fils David. Cette lettre est représentative de dizaines trouvées dans les archives. Des soldats rencontrent Patton au front, ne le reconnaissent pas, se plaignent directement à lui et sont choqués quand ils réalisent qui il est et systématiquement ils rapportent que Patton résout leurs problèmes en quelques jours. Section 8. Les photographes. Les photographes de guerre couvrant la 3e armée ont des ordres permanents de l'état-major de Patton. Quand vous voyez le général au front, ne prenez pas de photos. Pourquoi pas ? Demande un photographe. Parce que si les Allemands ne font pas des photographies de Patton au front, ils sauront à quoi il ressemble quand il effectue une reconnaissance. En ce moment, ils pensent qu'il est toujours en uniforme de cérémonie avec des étoiles sur son casque. Nous voulons que ça reste ainsi. Les photographes se conforment. Les photos célèbres de Patton, casque étincelant, uniforme parfait, revolver à crosse de nacre, sont toutes prises au quartier général ou lors d'événements officiels. Les photos non officielles, Patton dans des champs boueux, dormant dans des trous de combat, marchant sur les lignes de front, sont rarement publiées pendant la guerre. Un photographe capture effectivement Patton au front, habillé dans son équipement de reconnaissance anonyme. La photo le montre ne ressemblant en rien à l'image publique. Sale, fatigué, ressemblant à n'importe quel autre officier épuisé. La photo est classifiée et n'est pas publiée avant la fin de la guerre. Pourquoi la classifier ? Demande quelqu'un. Parce que la survie de Patton dépend du fait que les Allemands ne le reconnaissent pas signifiant l'estas pas au front, explique un officier du renseignement. En ce moment, les tireurs d'élite allemands chassent un général dans un uniforme chic. S'ils réalisaient l'idée que Patton ressemble à un officier d'approvisionnement boueux quand il est au front, ils le tueraient en une semaine. Section 9. La quasi-mort. Mars 1945, Allemagne. Patton marche à travers un territoire récemment capturé, seul sauf son chauffeur, tous deux en uniformes ordinaires. Il rencontre des soldats allemands qui n'ont pas reçu la nouvelle de la reddition. Les Allemands lèvent leur taler à leurs armes. Patton ne le fait pas. Il reste juste là, main visible, ayant l'air complètement indifférent. « Américain ?» demande un Allemand dans un anglais approximatif. « Oui » répond Patton. « Officier ?» « Oui » Les Allemands baissent légèrement leurs armes. Ils cherchent une excuse pour se rendre. La guerre est clairement perdue, mais se rendre à des Américains quelconques est embarrassant. « Quel grade ?» demande l'Allemand. Patton envisage de mentir, de dire qu'il est major ou colonel, mais quelque chose le pousse à dire la vérité. Général, 3e armée. Les yeux des Allemands s'écarquillent. Ils connaissent pas ce nom. Tout le monde connaît Patton. Vous êtes Patton ? Oui. Pendant un moment tendu, personne ne bouge. Les Allemands pourraient tirer. Ils sont suffisamment proches pour que Patton ne puisse absolument pas les manquer. Puis le soldat allemand abaisse complètement son arme. Nous nous rendons. À Patton, c'est un honneur. Ils déposent leurs armes. Le chauffeur de Patton, qui retenait son souffle, expire enfin. « Mon général, dit-il, après que les Allemands ont été sécurisés, vous auriez pu être tué. » Peut-être, dit Patton. Mais si j'avais menti sur mon grade et qu'ils l'avaient découvert plus tard, ils auraient pu se sentir trompés et attaquer. Dire la vérité leur a donné une raison de se rendre avec honneur. C'est un sacré pari. La guerre, c'est parier, répond Patton. Je viens juste de miser sur l'honnêteté. Section 10. Pourquoi l'a-t-il fait après la guerre ? Les historiens et les officiers collègues demandent au personnel de Patton pourquoi s'est-il délibérément rendu anonyme au front ? Les réponses varient. Le général Gay, chef d'état-major de Patton. Il voulait voir la réalité, pas la performance. Les soldats se comportent différemment quand un général les observe. En ressemblant à tout le monde, Patton voyait la vérité. Le colonel Coe, officier de renseignement, reconnaissance. Patton faisait plus confiance à ses propres observations qu'à n'importe quel rapport. En allant lui-même au front, il recueillait des renseignements qu'aucun officier d'état-major ne pouvait fournir. Le sergent Mims, chauffeur de Patton, se souciait véritablement des soldats. Il voulait voir ce qu'ils vivaient, ce dont ils n'avaient pas dit besoin, quels problèmes ils affrontaient. Ils ne pouvaient pas faire cela depuis un quartier général. La propre explication de Patton dans son journal. Un général qui ne sait pas ce que vivent ses soldats est un général qui commettra des erreurs qui coûteront des vies.
Je vais au front, non pas parce que je suis courageux, mais parce que je suis responsable. Ces hommes se battent parce que je le leur ordonne. Le moins que je puisse faire est de comprendre ce que je leur demande. Conclusion, tout au long de la Seconde Guerre mondiale, Dwight Eisenhower et des dizaines d'autres officiers supérieurs ont rencontré George S. Patton sur les lignes de front et ne l'ont pas reconnu, parce que Patton s'habillait délibérément comme quelqu'un d'ordinaire, comme un officier de ravitaillement qui était resté trop longtemps sur le terrain, comme quelqu'un qui n'était définitivement pas un général 3 étoiles. Mon général, c'est Patton, devint un refrain courant lorsque des officiers rencontraient un Américain anonyme et boueux qui s'avérait être le commandant de la 3e armée. Pourquoi l'a-t-il fait? Pour survivre, les généraux en grande tenue attirent les tireurs d'élite. Pour apprendre, les soldats disent la vérité aux officiers anonymes. Pour diriger, on ne peut pas commander ce qu'on ne comprend pas, et peut-être, juste peut-être, parce que Patton croyait sincèrement qu'un général doit être avec ses soldats, et non en sécurité derrière eux. Je préférerais mourir dans un trou de combat avec mes hommes, plutôt que de vivre en sécurité dans un quartier général, écrivait Patton. Un commandant qui ne partage pas le danger de ses soldats n'est pas digne de commander. Il le pensait vraiment. Pendant 4 années de guerre, Patton a vécu au front, dormi dans des trous de combat, marché sous le feu, traversé en voiture un territoire ennemi, tout en étant habillé comme quelqu'un d'insignifiant. Ça ne peut pas être Patton, disaient les gens à plusieurs reprises. Mais c'était lui à chaque fois, le général qui ressemblait à un clochard, qui s'habillait comme un sergent de ravitaillement, qui marchait seul à travers des zones dangereuses, qui commandait non pas depuis un trône mais depuis une Jeep boueuse sur les lignes de front. Mon général, c'est Patton. La phrase qui résumait le style de commandement le plus unique de la Seconde Guerre mondiale. Un général 3 étoiles qui se rendait délibérément anonyme pour pouvoir mieux faire son travail et pour pouvoir vivre et mourir si nécessaire aux côtés des soldats qui lui faisaient confiance.